Bonjour, bienvenue à notre webinaire sur le retour sur les lieux de travail. On va commencer juste avec un peu de détails par rapport à la gestion interne. Donc, tous les microphones des participants à l'événement sont en sourdine. Le webinaire est enregistré. Si vous voulez activer la vue côté à côté, vous avez le bouton indiqué ici, qu'on puisse choisir le côté à côté si vous voulez voir un peu plus large l'écran. Vous pouvez sélectionner l'outil de foire aux questions de WebEx pour poser des questions par clavardage tout au long de la présentation. Et vous avez des questions en direct pourront être posées à la fin de l'événement. Comme vous voyez, un peu d'indication sur l'écran. Donc, on va passer au prochain, au prochain slide. Là, j'ai oublié mon mot. Si on peut procéder. Excellent. Au prochain. Et voilà. Donc, les deux présenteurs aujourd'hui, ça va être moi. Je vais parler de moi dans une minute. Je vais d'abord parler de ma collègue Andrea Keane. Andrea qui est partenaire aux ressources humaines TELUS Santé. Le titre ne lui donne pas justice. Sans Andrea, on n'aurait pas pu traverser les derniers 2 ans à travers la pandémie avec tout ce que ça crée dans l'environnement de ressources humaines et de juste la gestion quotidienne de tous les changements. Andrea vient avec une grosse expérience dans le domaine des ressources humaines, travaillé pour différentes organisations, même au Brésil et au Canada. Alors, j'aimerais juste dire que vraiment, c'est un cadeau d'avoir la présence d'Andrea sur l'appel pour qu'elle puisse donner toute sa sagesse et ses expériences et ses recommandations. Et moi, de l'autre bord, comme vous voyez, la photo est un peu différente de la personne qui est devant vous. Ça, c'était avant la pandémie. Maintenant, comme vous tous, on a un peu peut-être gagné du poids, mais aussi vieilli un peu pendant la pandémie. Dans mon cas, c'était exponentiel. Mais on va tous pouvoir parler un peu. Moi, donc, je suis infirmier de formation. J'ai passé des années dans le domaine hospitalier, des années dans le domaine de la santé générale multidisciplinaire dans la communauté et en développement des programmes vraiment variés dans l'invalidité, dans la gestion de santé générale, les maladies chroniques et la santé mentale depuis plusieurs années. Et maintenant, chez TELUS Santé, je suis le directeur des programmes stratégiques en soins virtuels, où je travaille vraiment d'intégrer et collaborer avec toutes les expériences, tous les produits, les expériences et les différentes services que nous pouvons offrir chez TELUS Santé pour vraiment fournir les meilleurs services sur le marché dans la gestion de la santé générale, télémédecine, santé mentale et autres. Et on va parler un peu de nos solutions plus tard dans le webinaire. On va passer à la prochaine. Et voilà. Les principaux apprentissages d'aujourd'hui, on va concilier un peu le retour au travail et la santé mentale et le bien-être. Quelle est l'incidence de la santé mentale? Donc, on va donner un peu de détails. Comment la COVID-19 affecte-t-elle la santé mentale? Je pense qu'on a tous une bonne idée, mais on va juste clarifier un peu davantage. Le retour au travail, les solutions pour renforcer la résilience et bien sûr une période de questions. Donc, n'hésitez pas de mettre les questions dans le chat ou éventuellement monter pour pouvoir faire ça live avec des appels téléphoniques. C'est bien apprécié. On aime toujours avoir une interaction. Donc, au prochain. Et voilà, donc voilà, on a vu, comme vous voyez, un peu plus large la photo, donc la différence avant la pandémie, après la pandémie, mais on va continuer. Donc, au prochain, donc, les employés éprouvent des difficultés et ont besoin d'aide. Clairement, c'est quelque chose qui n'est pas une surprise, mais je pense que c'est important de noter, on va passer au prochain, mais je pense que c'est important de noter que les employés éprouvaient des difficultés même avant la pandémie. Ce que la pandémie est venue faire, c'est ajouter un fardeau additionnel au-delà de ce qu'on voyait déjà avant cette expérience-là. Donc, un peu de la réalité d'aujourd'hui. Comme vous voyez, les employés canadiens à temps plein ont une charge de travail qui est aujourd'hui un peu plus grand qu'avant la pandémie. Donc, 49% identifient ces détails-là. La santé mentale se détériore, donc 60% des Canadiens éprouvent des problèmes de santé mentale. Ça a augmenté avant parce qu'avant c'était plutôt dans les 40%, là, donc quand même une augmentation majeure pendant la pandémie. C'est sûr que ça va s'améliorer, mais
comme ce qui arrive, c'est que la pandémie a créé aussi beaucoup de changements d'habitude et la santé mentale, c'est pas un jour on est bien, l'autre jour on est pas bien et ensuite on retourne à être bien. Là, on parle pas les hauts et les bas progressent, mais ils demeurent assez longtemps. Les effets sont plus longs. Et c'est pour ça souvent qu'on parle d'une quatrième vague après la pandémie, qui est vraiment l'effet de santé mentale qui dure un peu plus de temps et c'est sûr que ça s'accumule avec les années. Et les employés ne demandent pas de traitement. Ça, c'est très important de noter que même si vous avez des ressources, est-ce que c'est les bons? Est-ce qu'ils sont bien communiqués? Est-ce que vos employés savent comment les accéder? Et aussi, est-ce qu'il y a des obstacles? C'est quoi les obstacles? Est-ce que c'est trop compliqué? Est-ce qu'il y a le stigma qui est autour? Donc, il y a beaucoup d'importance sur comment est-ce qu'on permet aux employés de rejoindre et de joindre, d'avoir accès à ces plateformes-là. Donc, on va aller au prochain. Et juste concilier le retour au travail, santé mentale, on va sauter directement dans le prochain pour parler un peu de l'incidence de la santé mentale. Maintenant, j'essaie pas de peindre une photo négative, mais juste la réalité pour qu'on puisse ensuite, qu'on connaît le problème. C'est là qu'on parle de la solution. Einstein avait indiqué il dit, donnez-moi, identifiez bien le problème et je vais trouver une solution en 5 minutes. Mais c'est identifier le problème qui était toujours le plus complexe. Donc, le problème, c'est un Canadien sur 5 souffre d'un problème de santé mentale. Mais si on regarde ça, juste vous donner une idée, 1 sur 2 Canadiens, en général, ou personnes au Canada, vont avoir, avant l'âge de 40, un problème de santé mentale. C'est-à-dire qu'un événement, un moment, un incident qui a causé qu'ils ont des difficultés en santé mentale et ils ont besoin de support. Donc, juste, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 1 sur 2 souffre. Donc, la personne sur l'appel, j'avais dit, c'est entre Andrew et moi, et comme j'ai dit à Andrew hier aussi, moi j'ai eu mon épisode qui a pris assez de temps, qui était important dans ma vie, qui a changé ma façon de gérer ma vie quotidienne. C'est pas parfait, mais donc déjà entre Andrew et moi, j'ai ce problème, j'ai eu ce problème, et bien sûr, ça fait partie de ma vie jusqu'à aujourd'hui. Alors, ça veut dire que toute personne à côté de vous, tous vos employés, toutes les personnes de votre département, 1 sur 2 va avoir un problème. Ça ne veut pas dire que vous pouvez toujours les choisir, mais c'est important de considérer l'envergure de ce problème et que si ça ne vous a fait pas face aujourd'hui, c'est fort probable que ça va venir à un certain point dans différentes raisons, différentes catégories, des difficultés à la maison, des difficultés par rapport familial, au bureau, au travail. Donc, il y a plein de causes qu'on peut regarder qui déclenchent le problème et avoir des outils pour permettre la résilience et la capacité de vos employés de répondre et d'être capable de gérer ce problème est vraiment primordial. L'incidence économique, on sait très bien que ça nous coûte beaucoup, beaucoup d'argent. 50 milliards de dollars, c'est pas petit. Je sais que c'est des numéros bien sûr plus larges autour vraiment du pays, mais quand même le coût indirect aussi, c'est important de noter, qui est un coût annuel, perte de productivité de 6 milliards de dollars. On parle vraiment de ce qu'on parle du présentéisme, donc l'employé qui est au travail, qui n'est pas vraiment 100%. On n'est pas tous 100%. On a des jours qu'on est plus bas et plus haut, mais de façon consistante. Il y a beaucoup d'argent et de productivité qui est perdu quand la personne n'est pas à 100%. S'ils sont à 65%, c'est beaucoup plus difficile. Donc, c'est sûr, et si vous avez une grosse partie de votre équipe, comme pendant la pandémie où il y avait un épanouissement, bien sûr, certaines industries ont grandi très vite, d'autres industries ont souffert, mais si tous vos employés opèrent à un niveau plus bas, bien, vous imaginez le coût est énorme. Et là, on parle aussi de l'absentéisme et de l'invalidité dans tout ce contexte-là. On va passer au prochain et encore, on va clarifier un peu plus davantage qu'est-ce qu'on parle de par santé mentale. La santé mentale, c'est vraiment la capacité de ressentir, de penser, d'agir à manière d'améliorer son aptitude à profiter de la vie et à relever des défis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va vraiment être capable de gérer le quotidien. Hein? C'est sûr qu'en santé mentale, les choses s'accumulent. Donc, si on a des difficultés un peu partout, ça fait plus difficile. Mais qu'est-ce que je veux concentrer plus, c'est quoi une bonne santé mentale? Ça veut dire que vos employés sont capables d'apprendre, sont capables de s'exprimer, de gérer les émotions positives et négatives. Hein? C'est-à-dire, quand quelqu'un dit quelque chose de positif, ça les touche et ils le reçoivent. Des fois, quand quelqu'un est dans une mauvaise
une mauvaise situation ou dans un scénario qui sont négatifs, ben, même si vous lui dites bravo, tu as fait une belle job, ils n'entendent pas bravo, ils entendent mais ouais, mais tu me dis ça juste parce que. Donc c'est important de considérer que quelqu'un en bonne santé mentale reçoit les choses positives de façon positive. Hein. L'autre, c'est de susciter, de gérer une gamme d'émotions positives et négatives. Ça, c'est la capacité des personnes de aussi répondre et de réagir de façon normale. Vous dites quelque chose à quelqu'un qui est dans une situation de santé mentale précaire, ils peuvent réagir avec un petit commentaire, exploser, donner des réactions qui sont très irritables, même ils ne vont pas venir au travail pendant 3 jours, aller en congé d'invalidité. Toutes ces choses-là sont possibles parce que les gens n'ont pas la capacité de gérer ces émotions-là. Donc, et ensuite, bien sûr, gérer le changement et l'incertitude. Ben, on a appris à travers les derniers 2 ans de gérer, mais est-ce qu'il nous reste encore du jus pour continuer? Et c'est là qu'on commence à parler dans l'incertitude autour du retour au bureau et retour sur le lieu de travail, parce qu'il y a encore de l'incertitude une autre fois. Alors, on va passer au prochain. Et là, on va élaborer un peu plus comment la pandémie a-t-elle affecté notre santé mentale. Donc, et là, quand je regarde cette liste-là, honnêtement, je me dis fatigue, oui, je le sens. Troubles musculo-squelettiques, c'est sûr qu'à la fin d'une journée, là, j'ai mal au dos, j'ai mal à la nuque, j'ai mal à la tête. Mauvaise conciliation travail-vie personnelle. Oui, c'est un peu mieux, mais quand même au début, c'était très difficile. J'imagine que vous et vos employés ne sont pas loin d'être dans la même situation. Et réduction de l'activité physique, ben ça, on a vu ça arriver quand il y a eu des fermetures de tous les centres d'exercice et bien sûr, beaucoup de personnes, la motivation était partie. Donc, ça fait partie de la santé mentale, c'est actif. Hein. Et bien sûr, l'augmentation de l'abus de substances. Maintenant, l'abus de substances, je veux juste définir un peu. Si vous buvez un verre de vin au souper et vous avez un souper avec des amis et vous buvez un peu plus, c'est pas ça qu'on parle. On parle de l'abus, c'est-à-dire que l'utilisation de la substance pour gérer vos symptômes. Je suis anxieux, je prends un verre de plus. J'utilise le cannabis plus souvent avant de dormir. Pas parce que, même si vous l'utilisez avant, c'est correct, mais plus. Donc, vous êtes plus, le besoin a augmenté. Vous identifiez le fait que si vous regardez, depuis la pandémie ou récemment, avec le concept le dimanche soir avant le retour au bureau, au lieu de travail, vous dites, oh, je dois prendre un autre verre de vin parce que demain c'est lundi, je dois retourner au bureau, oh my God, je m'inquiète. Peut-être c'est pas, c'est subconscient, peut-être la conversation interne, mais quand même l'action est là. C'est là qu'on identifie une augmentation de l'abus de substances. Donc, je voulais juste noter ça clairement. Et aussi, les employés ont indiqué des éléments suivants. Une baisse de motivation, perte de but de productivité, l'anxiété et l'isolement. C'est sûr que la perte de but et de productivité, ça va main en main. Hein. Si quelqu'un ne voit pas la raison d'être et pourquoi il participe et il ne se sent pas partie de l'équipe, partie de l'organisation parce qu'il travaille de chez lui et la culture n'a pas pu être diffusée ou ils se sentent séparés de leurs collègues et ils perdent la motivation, vous voyez comment ça affecte leur capacité de produire. Ça l'intéresse moins. Mais vous êtes capable de le renverser. Andrea va en parler davantage comment est-ce qu'on inclut les employés dans la situation présente. Et il y a l'anxiété, l'isolement. L'isolement, nous sommes tous, on est quand même nous sommes les humains sont des êtres sociaux. On a besoin d'interaction. C'est sûr que si on a de l'interaction à la maison, ça aide, mais on a été séparés de tous, hein, des familles, des membres, des amis, des activités sociales et de nos collègues au bureau qui sont pour beaucoup de personnes une grosse partie de leurs activités sociales, de leurs capacités. Et ça aussi, ça nous aide à être inspirés, à recevoir le support, à participer dans la vie des autres, qui est très important et ça augmente l'authenticité quand on a un isolement. Et aussi, pas juste ça, l'isolement affecte le fait que si je suis seul, je contrôle la situation. Quand je sors de cet isolement-là, je le contrôle moins. Je ne sais pas comment les gens vont réagir. Donc, mon anxiété augmente parce que là, tous les paramètres autour de moi sont moins en contrôle. Alors, je m'inquiète plus. C'est tout à fait normal, mais c'est là qu'on regarde les challenges et les obstacles pour la prochaine étape. On va aller au prochain slide. S'il vous plaît, merci. Et la santé mentale au travail. Donc,
l'incidence au retour au travail du bureau pendant la pandémie affecte beaucoup la santé mentale des employés. Donc, on va parler un peu là de quels sont les effets, peut-être quelles sont les solutions, et donc, on va élaborer davantage. Mais quels sont les effets de la pandémie sur la santé mentale? On a parlé un peu là-dessus. C'est quoi les effets? Comment ça affecte nos employés? Comment ça nous affecte à nous? Il ne faut pas oublier, nous aussi sommes des employés, même si nous sommes des leaders, on est en ressources humaines. Moi, je suis quand même spécialiste en santé mentale. Ça ne veut pas dire que ça ne m'a pas affecté, même si j'ai les outils. Andrea est spécialiste en ressources humaines. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas été affectée. Et elle va parler un peu plus de comment ça nous affecte, mais c'est important de noter que tous les employés ont eu une expérience personnelle. Ben, c'est une pandémie, tout le monde, et ça nous affecte, mais chaque personne est affectée différemment. Et c'est là qu'on parle maintenant de reconnaître le spectre d'anxiété. C'est quoi le spectre? C'est-à-dire que moi, mon épouse, mes enfants, mes amis, mes collègues n'ont pas tous été affectés de la même façon. Donc, c'est important de reconnaître, oui, tout le monde est différent, mais cette capacité de le reconnaître et d'être conscient de ce fait-là, ça nous permet de dire, OK, peut-être la personne en face de moi, quand je retourne au bureau, n'est pas confortable à prendre l'ascenseur avec 5 autres personnes. Donc, s'il décide de prendre les marches, c'est correct, ne faites pas, c'est pas une blague. Ben, peut-être vous pouvez faire une blague rapide, mais juste être conscient que la personne gère ça différemment. Et avec le temps, ben, ils vont devenir plus confortables. Et c'est là que le support est important. Pas juste le support, mais le respect. On parle du respect et tenir compte des sentiments des autres. C'est-à-dire que je ne suis pas certain si la personne que je vais voir au bureau va vouloir un câlin, va vouloir se serrer les mains, même pas, va vouloir une distance. Je ne peux pas asseoir à côté d'eux, mais on ne sait pas. Et la seule façon de savoir, il y a les protocoles de bureau qui vont aider, mais d'autres, c'est leur demander. Et ce n'est pas assumer. On n'assume pas que la personne va être confortable. On ne sait pas s'ils sont vaccinés ou pas. Ils ne savent pas si vous êtes vacciné ou pas. Vous n'allez pas, vous pouvez faire peut-être ça comme situation, mais vous n'allez pas dire, je suis bien vacciné, veux-tu un câlin? C'est possible de faire, mais ça dépend de la relation. Ce qui est important, c'est d'être au courant, d'être conscient, d'être prêt pour avoir des conversations. C'est un peu, ils sont un peu mal à l'aise, mais dans le mal à l'aise, on crée des possibilités de communication et d'ouvrir des conversations autour de l'inconfort qui éventuellement crée le confort. C'est ça ce qui est drôle. Hein? Les malaises, quand on les en discute, ne sont plus présents et on pense à des façons comment est-ce qu'on peut aller de l'avant. L'autre chose, c'est développer des techniques de résilience et de pleine conscience. Nous avons tous des techniques qu'on utilise depuis notre enfance pour tous différents moments difficiles dans notre vie, pour des techniques de résilience. Il y a des gens qui fuient, il y a des gens qui deviennent silencieux, des gens qui vont gérer ça tout de suite avec des blagues, c'est des façons. Il y a d'autres qui vont avoir une communication extrême, et il y a d'autres qui vont vraiment pas savoir comment le gérer. Ce qui est important, c'est la pleine conscience, ou on appelle ça en anglais mindfulness, parce que c'est vraiment un contexte que beaucoup de personnes comprennent plus. C'est vraiment être encore la conscience pleine, oui, mais être au courant de ce qu'on ressent. Est-ce que je suis anxieux? Qu'est-ce que je fais? Je vais respirer 2 minutes, je vais prendre 2 minutes, je vais aller faire une marche, je vais appeler un ami, je vais prendre 2 minutes pour moi-même, je vais parler avec un collègue, ou je vais juste regarder une vidéo intéressante sur la pleine conscience. Mais ce qui est important, c'est que nous avons des outils, mais il faut aussi aller chercher des autres outils. Et c'est ça ce qui est important, c'est se rappeler qu'on a des services accessibles à nous, les accès téléphoniques, les systèmes de télémédecine, les conseillers de la PAE, et vraiment tous les outils qui sont disponibles, ou même si vous avez un thérapeute déjà, ou un coach de vie, ou des collègues, et le support de famille, tout est là pour nous aider à traverser ces moments-là. Ce qui est très important, c'est aussi dans le domaine du retour au travail, c'est d'intégrer la santé mentale dans notre planification générale. C'est-à-dire que assumer qu'il y aura des problèmes de santé mentale. Soyez au courant que ça va venir. Donc, soyez prêts à l'intégrer. C'est-à-dire que quand vous parlez du retour au lieu de travail, il faut inclure la conversation. Si vous n'êtes pas bien, vous avez ça comme option. Venez me voir, venez me parler, parlez avec votre leader. C'est très important de créer un espace de communication, un espace qui est pas juste ouvert, mais aussi qui est sécure, aussi qui les permet de participer, mais aussi d'être tranquille.
Donc, si vous allez voir chaque employé un par un, si possible, leur demander, ça serait bien. Mais dans l'événement où il n'y a pas de communication, la meilleure façon de créer un espace sécure, c'est de partager vous-même comme leader. C'est pas facile, ça prend du courage pour vous comme pour eux, mais ce courage-là va les permettre de voir que c'est correct d'en parler. Il ne faut pas être stoïque, il ne faut pas se cacher le fait que ça existe, parce que c'est ça qui perpétue le stigma, c'est ça qui perpétue ce silence, qui permet à la santé mentale de détériorer. Qu'on en parle, qu'on dit que c'est correct, ça aide beaucoup. Alors, là, je vais passer la parole à Andrea, mais Andrea, j'ai une petite question pour toi avant. Toi, dans ton expérience, comment est-ce que tu trouves qu'on gère ces situations-là ou comment est-ce que toi, est-ce que tu as vu dans notre compagnie ou dans d'autres compagnies des façons où ça se gère plus facilement ce type de situation? Oui, merci. Merci beaucoup, Rowie. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous. Oui, je dirais le principal, et on va en discuter aussi un petit peu ce matin, vraiment, c'est la préparation, c'est la communication, c'est vraiment donner l'espace à chacun d'être entendu, d'écouter. Chacun vraiment a sa propre perspective, ses propres sentiments, son propre moment. Alors, c'est vraiment d'être à l'écoute et donner le support, si besoin, individuel, mais certainement au nom de l'entreprise, de le faire vraiment de façon bien documentée et bien communiquée pour être clair pour tout le monde. Je dirais que c'est le plus important. Merci, Andrea. Je te cède la prochaine étape est à toi. Merci beaucoup et merci pour l'introduction un petit peu plus tôt. Ça me fait plaisir d'être ici avec tout le monde. Je suis, comme Rowie avait dit, je suis la partenaire d'affaires pour l'équipe de personnes et culture auprès de TELUS Santé. Je supporte directement l'équipe de soins virtuels. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager un petit peu ma perspective en tant que professionnelle en ressources humaines qui passe aussi, comme Rowie a dit, comme employé à travers de ce moment, mais certainement aussi en tant que leader des ressources humaines, responsable pour mettre en place un plan de retour au bureau. Alors, on peut passer à la prochaine. Alors, nous savons bien que bon, la majorité, maintenant, c'est environ 50% des employés au Canada travaillent de la maison ou de façon virtuelle. Et on commence à exprimer un petit peu notre inquiétude en tant que réouverture des bureaux et retour au travail physique au bureau. C'est certain. Ça représente un changement. Nous avons formé des habitudes durant les derniers 18 mois, être à la maison, avoir un certain confort avec ça, une sécurité avec ça, comme Rowie a mentionné. Chacun de nous est situé à une place différente sur le spectre de notre sentiment envers COVID, envers le retour au bureau. Et c'est certain que c'est important que nous respectons en tant qu'entreprise, en tant que leader, vraiment où chacun est situé, comment il se sent, et vraiment mettre en place des pratiques qui peuvent supporter chacun durant ce moment. Alors, l'attente, c'est certain. Durant cette période, peut-être avant le début de la pandémie, c'était très clair que certaines entreprises n'acceptaient pas le travail virtuel. Certaines entreprises l'acceptaient en petite dose, mais je dirais la majorité n'acceptait pas le travail virtuel et d'un jour à l'autre, nous avons pu nous adapter en tant qu'entreprise pour donner continuité dans notre production. Et on trouve que ça s'est bien passé. Alors, c'est certain que la majorité des employés qui commencent à penser à retourner au bureau veulent continuer avec cette flexibilité. Vous allez m'écouter redire le mot flexibilité aujourd'hui parce que vraiment, c'est l'attente des employés. Je dirais aussi que les exécutifs se sont adaptés
aussi en tant que leader d'entreprise, et on commence à nous préparer pour un retour au bureau hybride. Alors, gardant une majorité des employés qui vont rester virtuels aussi. Alors, c'est quoi un petit peu le sentiment des employés? Nous, en tant qu'équipe de soins virtuels chez TELUS Santé, nous essayons de rester proches de nos employés, de leur poser des questions, de savoir un petit peu leurs sentiments. Alors, j'ai quelques feedbacks de notre propre équipe que je dirais rebondit bien et reflète bien le sentiment des employés en général aussi. Alors, qu'est-ce qu'on s'attend d'un environnement idéal quand on retourne au bureau? C'est certain, nous voyons de plus en plus le bureau comme espace collaboratif, peut-être un petit peu moins comme espace de production, de travail dédié, et plutôt vraiment comme un espace de collaboration. Alors, c'est certain que c'est important que le retour au bureau reflète un petit peu ce changement dans la mentalité des travailleurs. C'est certain qu'on pense de plus en plus en mesures de nettoyage, mesures hygiéniques. C'est certain qu'on veut être assuré en tant qu'employé que le bureau est propre et sécure à ce point-là. Qu'on a des mesures en place, des lieux pour maintenir la distanciation. Alors, si on parle toujours de 2 mètres, c'est certain qu'on doit avoir des emplacements qui reflètent. On veut vraiment la collaboration. Alors, le bureau du futur, c'est vraiment un espace collaboratif où on peut se réunir informellement avec notre équipe, formellement avec notre équipe. Alors, plus d'espace de réunion, de collaboration formelle et informelle. Mais en même temps, gardant une certaine importance, une certaine c'est ça, importance pour avoir un espace confortable pour travailler. Alors, c'est certain que ceux qui vont aller au bureau veulent être confortables, veulent pouvoir être productifs en même temps. On peut changer à la prochaine. Alors, c'est, je disais un petit peu collaboration, un modèle de travail hybride. Alors, c'est quoi ce qu'on s'attend d'un modèle de travail hybride? Hybride, certainement, on parle de sur n'importe quelle journée, avoir une proportion des employés virtuels, une autre proportion des employés physiquement au bureau. Et c'est très important que les deux soient intégrés également. Alors, juste parce qu'il y a une équipe de 5 personnes, 4 sont au bureau, une personne est virtuelle, cette personne-là doit être intégrée comme les autres. Dans une réunion, avoir une participation égale. Alors, on doit avoir des équipements, des technologies qui peuvent supporter vraiment ce modèle. Respecter un petit peu le mode de chacun, peut-être avoir encore plus de flexibilité en tant que être sur la caméra, sortir de la caméra, être au bureau à une telle heure ou une autre telle heure. Vraiment, les modèles de travail peuvent devenir vraiment flexibles à cet égard-là. Et établir un petit peu des normes à l'intérieur de l'équipe. Alors, si c'est important d'avoir une réunion physique avec toute l'équipe dans une place sans être virtuelle une fois par mois, c'est certain qu'on doit documenter, planifier et vraiment établir des normes d'équipe, établir aussi des normes d'équipe pour le mode hybride. Alors, s'il y a la moitié des personnes qui sont virtuelles, l'autre moitié au bureau, on doit avoir vraiment des politiques et des pratiques en place qui vont vraiment créer les normes pour que tout le monde soit confortable et à l'aise avec le mode de travail. On peut passer à l'autre. Alors ici, on parle un petit peu de qu'est-ce qu'on veut savoir, comment on doit se préparer. On doit être honnête, ça va être un changement. J'avais dit au début, au cours des derniers 18 mois, on a établi des habitudes. On est
on est à l'aise, on est confortable, on est habitué à être à la maison, ça donne une certaine flexibilité. Alors, c'est certain que quand on commence à parler d'un éventuel retour au bureau, que ce soit à temps plein, que ce soit hybride, que ce soit vraiment virtuel, on doit vraiment avoir des bons plans et un bon plan de communication à l'avance pour pouvoir laisser les gens se préparer. Je pense à ma propre situation. J'ai des enfants qui ont des activités hors de la maison. Je suis ici. Dans l'après-midi, je peux les apporter. Bon, un éventuel retour au travail, c'est certain que ça limite un petit peu cette flexibilité-là. Alors, c'est très important d'avoir des bons plans, un plan de retour, des événements reliés au retour aussi, et une bonne explication de à quoi on peut s'attendre avec le retour au travail, au bureau. Vraiment bien communiquer les mesures de sécurité, sachant que chacun a son propre niveau de confort, son propre niveau de confort aussi avec la vaccination des collègues, son propre confort à se réintégrer socialement dans le monde quotidien. Alors, vraiment avoir une bonne communication et un bon plan en place pour pouvoir laisser un petit peu plus à l'aise avec chacun. Aussi, on doit prendre le temps d'écouter les collaborateurs, chacun, comme on disait, sur leur spectre de confort avec ce retour. Et vraiment écouter. Écouter, ça peut être à l'individuel, un leader avec son employé, à l'écoute avec un groupe. Alors, dans notre cas, chez TELUS Santé, nous avons fait des sondages auprès des employés pour poser plusieurs questions, pour savoir vraiment comment ils se sentent et à quoi ils s'attendent avec ce retour. Alors, vraiment être à l'écoute pour pouvoir donner les informations, pour pouvoir réagir de la façon que les employés s'attendent. Et aussi avoir un plan d'urgence en place. Alors, on espère bien qu'on s'en sort de ce moment de pandémie, mais dans l'éventualité que nous entrons dans une 5e vague ou que la 4e vague continue plus long et on doit être agile et bouger encore, c'est certain qu'on doit avoir un plan en place pour que les employés vont savoir comment réagir et comment ils vont être affectés. On passe à la dernière. Et un petit peu sur les préoccupations quand on pense au retour au bureau. C'est certain, en premier moment, ce que la pandémie nous a montré dans le monde de travail, dans les environs des ressources humaines, c'est que le télétravail, le travail virtuel, ça fonctionne et on veut maintenir cette flexibilité. Alors, où c'est possible, avoir une continuité de cette flexibilité pour une période déterminée ou pour une période indéterminée, c'est vraiment top of list, c'est un des plus importants pour les employés quand ils commencent à penser au retour au travail, pour pouvoir vraiment le faire dans leur zone de confort, avec le niveau de confort qu'ils ont envers le retour de travail. Et aussi en tant que cette maintenance de vraiment des technologies qui supportent un travail hybride, d'avoir des employés virtuels, d'avoir des employés en place. Alors, donner un petit peu cette flexibilité pour pouvoir avoir ce retour, que ce soit graduel, mais vraiment pouvoir maintenir cette flexibilité. Et c'est certain qu'il y a plusieurs autres façons qu'on peut aussi donner support. Je vais repasser la parole à Rowie, qui pourrait discuter un petit peu d'autres modalités pour donner ce support. Merci.
Merci Andrea et merci pour toutes ces informations très importantes et ces recommandations. Je pense, comme tu dis, la communication, la flexibilité, ça nous permet de résoudre plusieurs choses dans la réalité de chaque compagnie. C'est sûr que c'est pas toujours possible, mais au moins embarquer dans la conversation, c'est la meilleure façon d'avoir la clarification et on peut toujours discuter qu'est-ce qui est possible ou pas possible. Nous, chez TELUS Santé, c'est sûr, quelle solution est-ce que nous on offre pour aider à l'améliorer dans la résilience des employés? Ben, nous avons plusieurs produits. On a des produits de télémédecine, de santé, soins primaires. C'est important de noter quand même que nos services sont accessibles 24/7. Ils sont accessibles sur les soins primaires en anglais ou en français. Vraiment, et sont axés sur le départ, sur la relation humaine authentique. C'est-à-dire que nous avons des humains. Hein, c'est pas des robots, c'est pas des bots. C'est des humains qui répondent aux besoins des personnes, qui accèdent des usagers. Et on est là pour assurer et aborder tout problème de santé physique ou santé mentale. Et c'est avec nos professionnels de santé, les médecins et les professionnels de santé affiliés. Notre équipe est toujours vraiment dévouée pour assurer que les employés et leurs familles vraiment sont bien suivis et ils ont des consultations capables par texte et par crypté bien sûr et par appel vidéo. Et on est là quand ils ont besoin. Et le prochain type de produit que nous avons, c'est ce qu'on appelle la thérapie numérique spécialisée. Ce produit-là en particulier est intéressant en santé mentale, parce qu'il est plus abordable que la santé face à face, aussi efficace. Et qu'est-ce que ça permet aux personnes, aux usagers, c'est vraiment d'avoir accès à des solutions thérapeutiques en thérapie cognitivo-comportementale, mais ils peuvent l'accéder quand ils veulent, avec la rétroaction, la réflexion et l'accompagnant est accompagné par un accompagnateur comportemental, juste comme un coach, et ensuite une thérapeute agréée dans chaque province. Donc, vous avez une thérapeute qui est associée à chaque personne dédiée pour répondre à la rétroaction et avoir l'échange. Donc, il y a un échange réel, mais c'est pas, comme on dit, c'est pas live. C'est vraiment asynchrone, mais ça va être un outil très intéressant pour donner du support même en prévention. Donc, il ne faut pas toujours attendre que la personne soit vraiment hypothéquée en mauvais état, mais comme prévention pour leur apprendre des outils que peut-être ils n'ont pas eu auparavant. Et c'est vraiment, comme on a dit, un programme très abordable qui est intéressant. Le prochain qu'on va en parler, c'est de notre parcours de vie. Et notre parcours de vie, c'est un programme qui englobe finalement tous nos autres services. Ça inclut le soin primaire en télémédecine, la santé mentale, l'équilibre travail-vie personnelle, donc conseil juridique et financier, et le soutien au bien-être. C'est vraiment un programme qui permet d'avoir un accès total avec des supports nécessaires 24/7 et nous avons des ambassadeurs de soins de l'autre côté, qui sont encore des humains qui répondent aux besoins pour bien identifier qu'est-ce qui les aiderait le plus et d'assurer qu'ils ont un bon parcours, une bonne expérience et qu'on leur offre les services qui vont leur aider à traverser leurs moments difficiles. Et encore un outil très, très intéressant. La première chose à discuter, c'est vraiment pour le retour sur le lieu de travail, nous avons créé un programme de thérapie numérique spécialisé juste pour cette situation-là. Donc, ça aide les employés de se préparer, de connaître et d'aborder toutes les possibilités, les outils nécessaires pour pouvoir au moins retourner sur le lieu de travail, être informé. La meilleure façon pour toujours gérer les pensées négatives ou les pensées qui ne sont pas réelles, c'est de permettre d'avoir, des faits, donc combattre les histoires qu'on crée dans notre vie et dans notre pensée avec des faits, mais aussi permettre à des outils comment déchiqueter et comment bien traverser ces moments-là et comment avoir les aptitudes nécessaires pour bien aborder ces sujets-là et gérer ce qu'on traverse à tous les jours. Donc, vraiment pour avoir des techniques d'adaptation saines. Là, le prochain va nous indiquer vraiment ce qu'on voulait comme les clés pour passer à l'action. Que les problèmes de santé mentale peuvent interférer, bien sûr, avec notre quotidien, et c'est important de les aborder. Et la qualité de vie de nos employés nous touche beaucoup, comme pour nous et pour vous. Donc, c'est important d'avoir des bons outils pour pouvoir reconnaître que la santé mentale est importante et comment gérer. Il faut toujours se rappeler que c'est un sujet assez tabou, la santé mentale, et c'est là qu'on a parlé de communication et de partage et d'ouverture et de courage pour pouvoir aider les gens
aider vos employés à franchir, à avoir cette communication. Il faut être conscient qu'en tant que leader, votre engagement à renforcer vos valeurs peut faire toute la différence. C'est la communication, la persévérance, mais aussi que vous, comme leader, vous avez ce support-là. Hein, vous n'êtes pas seul. C'est très difficile d'être un leader seul dans ces situations-là. Donc, vous aussi vous avez accès à ces outils-là. Et bien sûr, équipez votre personnel avec des outils efficaces, comme nous avons discuté. Mais si vous avez des outils déjà en place, bien les communiquer, bien les aborder. Et nous sommes toujours là pour vous, pour assister si vous avez des questions et voir si peut-être il vous manque certains outils. Parce que ça ne veut pas dire que vos outils ne sont pas bons. Peut-être qu'il y a d'autres qui peuvent être ajoutés pour combler ou compléter ce qui manque comme entre vous, de ce qui est disponible pour vous aujourd'hui et ce qui serait peut-être utile suite à vos expériences pendant la pandémie. Là, on va passer à la porte de questions. S'il y a des questions, on est heureux de les aborder. Andrew et moi sont là pour vous répondre. Donc, vous pouvez ou le mettre dans le QA ou appeler et être sur le système téléphonique et on vous attend. Bon, en attendant, peut-être je vais aborder une question qui revient souvent, Andrea. La question qu'on voit souvent, c'est qu'est-ce que je fais si mon programme de PAE, de programme d'aide aux employés, n'a pas suffi pendant la pandémie? Nous avons été pas satisfaits ou on a dépassé ce qui était possible à travers notre PAE. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des outils qui sont disponibles? Comment on aborde ce sujet-là? Et est-ce qu'il y a des PAE qui sont meilleurs ou qui peuvent aider à gérer plus? Ah, voilà certaines questions qui sont rentrées. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si mon PAE ne prend pas en charge, ne suffit pas. Voici la question qu'on a parlé. Alors, la meilleure chose, c'est première chose, parler avec votre fournisseur. Si vous n'avez pas parlé avec votre fournisseur, c'est la prochaine étape. Si vous avez parlé avec le fournisseur, ils ne sont pas capables ou les frais d'augmenter sont trop élevés, voici une opportunité d'aborder le sujet avec d'autres fournisseurs pour voir qu'est-ce qui est disponible sur le marché. Un exemple, comme je dis, notre parcours de vie quand même apporte beaucoup plus d'humanité, est un programme beaucoup plus longitudinal, c'est-à-dire qu'on suit les patients, les usagers de façon plus long terme, donc il y a beaucoup plus de prévention, mais il y a aussi on donne plus que la plupart des autres PAE, donc c'est important de nous contacter pour en parler davantage, mais je vous dis que la première chose, c'est toujours de parler avec votre fournisseur présent. Andrea, ça c'est une question pour toi. Que pouvons-nous faire en tant que professionnels de RH pour soutenir notre équipe davantage? Bon, c'est certain que je dirais le premier, c'est de toujours être à l'écoute. Des fois, un simple vidéo ou conversation par téléphone, souvent, c'est suffisant. On veut être écouté, on veut savoir que notre opinion compte et que on a ce support-là. Je dirais en tant que ressources humaines aussi, on est des fois la première rentrée pour ce qui est le plan d'avantages sociaux, le plan d'aide aux employés et familles. Alors, c'est certain qu'on peut toujours supporter et diriger les questions et le support envers ce point-là. Et je dirais aussi, on est en bonne mesure d'équiper nos leaders. La première rentrée pour les employés devrait être avec leur leader. Alors, prendre des outils qui existent beaucoup maintenant dans le marché, avoir des ressources pour donner un support, une formation à nos leaders, comment prendre charge quand les employés veulent parler et ouvrir et certainement donner des suggestions en tant que plan d'avantages sociaux, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, comment on peut mieux supporter nos employés aussi. OK, parfait, excellent.
Merci beaucoup. J'espère que ça a répondu à la question pour la personne. La prochaine question, et ça c'est peut-être une réponse qu'on peut travailler ensemble, mais je vais te laisser débuter, c'est quels sont les obstacles et comment pouvons-nous naviguer pour trouver ces solutions? Dans ton expérience, Andrea, c'est quoi les obstacles que les employés indiquent pour aller chercher des solutions, aller chercher de l'aide? Qu'est-ce que toi, vous voyez comme obstacle de ton côté? Bon, je dirais le temps. Et peut-être être un petit peu gêné de demander de l'aide, principalement auprès d'un gestionnaire. Alors, c'est très important que la formation qu'on donne aux gestionnaires, ce n'est pas seulement comment réagir, mais comment se présenter de façon ouverte pour pouvoir être un chemin pour les employés. Ça, ce serait côté des employés. Un obstacle, ce serait vraiment être gêné, avoir peur que ça reflète sur leur performance parce qu'ils ont démontré un moment de fragilité. Alors, on a peur d'en parler, je dirais premièrement. Des fois, c'est manque de temps. On se met en seconde lieu. Notre travail est plus important que notre santé mentale. Alors, c'est des fois, on veut pas prendre la démarche. On pense que ça va prendre du temps et que peut-être c'est pas aussi important. Et aussi, manque d'information. Alors, si les programmes qui sont offerts aux employés n'est pas connu, c'est certain que cette éducation et cette communication est très importante aussi auprès des départements de ressources humaines ou d'auprès le leader aussi. Il doit être au courant des programmes qui sont disponibles aux employés. Ça, ce serait du côté des employés. Certainement, il y a d'autres défis côté de l'employeur, mais ça, ce serait plutôt côté des employés. OK, merci. Moi, je voulais ajouter aussi que souvent, ce qu'on entend, c'est que l'accès est trop compliqué. Il faut passer à travers plusieurs étapes. Il faut aller sur notre système, plusieurs applications. Il faut télécharger une application davantage. Donc, souvent, on voit que de plus en plus, la technologie devient un obstacle. Nouvel mot de passe, c'est pas le même. Donc, ce qu'on appelle d'une intégration plus importante. Et c'est une des raisons, juste de notre côté, chez Télésanté, qu'on travaille de plus en plus pour assurer que l'accès, c'est une porte d'entrée, c'est intégré. Donc, l'employé a juste une place, une application pour pouvoir avoir cet accès-là. Et c'est ça qui est important, de réduire les obstacles, parce que déjà, ça prend tellement pour un employé d'aller chercher de l'aide que s'il y a des obstacles, c'est facile d'abandonner. C'est comme aller chez l'épicerie et il y a de la construction, il faut faire des détours. À la fin, on doit être vraiment motivé pour se rendre là et ça démotive quand c'est difficile. Donc, c'est une façon de regarder qu'est-ce qui peut être des obstacles. Je vois quand même, il nous reste un peu de temps. Est-ce qu'il y a des questions peut-être sur le système téléphonique? Oui, bonjour. Oui, je vous rappelle, pour poser une question, vous pouvez composer l'étoile 1 et pour retirer votre question, veuillez composer l'étoile 2. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. D'accord, donc on a encore des questions dans le chat, donc je vais regarder et voir. Qu'est-ce qui a changé depuis que les employés ont quitté les environnements de travail en personne? Donc, Andrea, je pense que tu as quand même beaucoup d'informations à propos. Qu'est-ce qui a changé j'imagine, dans les places publiques, dans les espaces, dans les tours de bureaux? Qu'est-ce que de ton côté, tu sais qui a été changé? C'est quoi les normes qu'on peut s'attendre à envisager quand le retour sera affecté? Bon, je dirais le gros changement, c'est l'adaptation à ce mode de travail. Alors, certainement, tout ce qui est technologie devient de plus en plus important quand on parle de travail, de ressources de travail. Ça devient de plus en plus important parce qu'on fait des travaux maintenant virtuel. Je dirais que c'est le plus gros changement. Quand on parle d'un retour, qu'est-ce qui va se refléter dans le retour au travail? C'est certain qu'une tendance actuelle est vers les espaces collaboratifs.
de travail. Alors, très important de mettre à l'aise les employés avec des mesures hygiéniques pour être certain qu'on est confortable dans ces lieux de travail. Et aussi de continuer avec le niveau de support qu'on a donné au cours des derniers 18 mois. Alors, c'est certain qu'on a bien réagi en tant qu'employeur pour supporter que ce soit la santé physique ou la santé mentale de nos employés. Nous avons passé, au début de la pandémie, un gros changement. C'est un petit peu un inconnu en ce moment. Comment va être la santé mentale des employés en retournant au bureau? Alors, c'est certain qu'une augmentation, un niveau maintenu de ces efforts de support, parce qu'on ne sait pas comment vont réagir les employés en retournant, comment va être la dynamique, si tout le monde va retourner et après on va devoir revenir en monde virtuel. Alors, vraiment continuer ce niveau de support auprès des employés parce que c'est un autre nouveau moment inconnu pour tout le monde. D'accord. Non, merci. C'est sûr que il y a beaucoup de changements. Ça dépend beaucoup, bien sûr, sur chaque compagnie, leur environnement. Si c'est une bâtisse publique où il y a plusieurs compagnies ou c'est un centre spécifique pour une organisation qui contrôle tout l'environnement. Donc, c'est sûr que ça change un petit peu, mais comme tu avais dit, hein, les standards gouvernementaux, tous les règlements qui sont mis en jeu vont aider à savoir, et ça change. Donc, il faut rester au courant. Mais c'est sûr qu'on a quand même une idée, mais c'est encore cette incertitude-là qui doit être gérée, c'est comme tu dis, c'est la communication, s'assurer que les employés ont toutes les informations possibles et d'avoir une capacité de répondre s'il y a des questions, encourager les employés de demander les questions d'avance que d'attendre le jour de l'arrivée au travail, parce que ça peut être l'arrivée au lieu du travail, parce que ça peut être bien sûr très stressant et créer beaucoup d'anxiété si on ne gère pas cela d'avance. Donc, je vois que il y a plus de questions qui rentrent. On s'approche de la fin du webinaire. Est-ce qu'il y a des appels qui rentrent? Est-ce qu'il y a des questions sur la ligne téléphonique? Non, il n'y a pas de questions pour l'instant. Bon, Andrea, je pense qu'on a répondu à toutes les questions possibles. J'espère que l'information que nous avons passée sont bien atterries, elles étaient utiles. On va passer au prochain slide. On va vous remercier pour votre temps aujourd'hui. Andrea, merci pour ton temps aussi. Voici les informations. Si vous voulez nous contactez nos équipes à propos du webinaire, à propos des informations. Si vous avez des questions par rapport à nos produits, on est là pour répondre, pour vous assister avec tous vos questions possibles et tous vos services que vous envisagez pour votre organisation. Et voici, on vous remercie encore pour votre temps aujourd'hui. Le webinaire va être disponible enregistré, donc vous pourrez avoir accès si vous voulez le partager avec d'autres collègues. Donc, si la participation en vie, en réel, temps réel n'était pas possible. Merci encore, on vous remercie pour votre temps et bon après-midi. Merci, Andrea. Merci à toi, Rowie. Bonne journée. Bonne journée. Mesdames et messieurs, ceci conclut le retour au lieu de travail. Merci bien de votre participation et bonne journée.